Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Eh, ce serait pas un yop? Oh, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est pas l'extase, hein. Bon, c'est une espèce de yaourt liting. Fais-le voir ton yaourt. Mais laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans. Hein? T'as craché dans ton yop? Ah, mais c'est grave ça, oh! Hey! Non mais sans blague, ils vont pas me tirer mon yop quand même. The unreal never lived. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Sam, qu'est-ce que tu fais là? Oh là. Mollo sur le rire. Mollo sur le rire, tu sais. C'est presque un t-shirt là qu'on peut faire. Sort d'une bonne grippe, bon shit. Bah ouais, comme d'hab. Comme tout le temps. Ça va? Bah écoute, ma foi, ça va plutôt bien. Bah oui, j'ai vu, tu fais le reporter sans frontières, tu es le nouveau Tintin du métal. Et exactement. Exactement. Et donc, je suis content de revoir mon capitaine Haddock, le roi des injures. J'ai rencontré Yvan, faut que je te parle d'Yvan. J'ai fait une rencontre. Qui est Yvan? J'ai rencontré Yvan. Yvan, c'est un mec bien. Un jour, il me contacte et il me dit j'ai des vinyles pour toi. Des vinyles dont je vais me débarrasser et tout. Un bootleg de Sabbath, un Rainbow en Japan Press et tout. Qui est cet homme? Et je suis fan de Tits et tout. Donc, samedi dernier, on s'est vu. Il m'a filé 6 ou 7 vinyles, je crois, dont du Rainbow et tout. Et on a bu des coups, tout ça. Très sympa. T'as filé? Il me les a offerts, ouais. Je lui ai dit. Ta femme écoute pas le podcast, tu peux dire que tu les as payés, mec. Hein. Il me les a donnés, je lui ai proposé des choses en échange. Il m'a dit, c'est bon, je lui ai payé une bière. Ça s'est fini comme ça. Et Yvan me dit, je suis un super donateur de Tits, donc super fan. Vraiment, on discutait. Et tu sais, il était beaucoup plus calé que moi sur les épisodes qu'on a fait, quoi. Ouais. Tu vois le genre. Et du coup, il me dit, mais c'est moi qui vous ai proposé Yob il y a super longtemps. Je sais pas si vous avez vu, j'avais jamais vu, j'avais pas vu. Mais alors, Yvan, tu veux faire Yob? Tu m'offres des vinyles, on fait Yob. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc en plus, quand j'ai proposé à Sam, on va pas se mentir. Ah donc c'est pour ça qu'on fait ça. Moi je t'ai dit Yob, qu'est-ce que t'en penses? Tu m'as dit oui carrément. Tu veux un vinyle, c'est ça? Ouais, je vois pas pourquoi toi tu serais rémunéré, c'est pas moi quoi. D'enfoiré de mec de droite, le mec il prend des trucs sous la table, et puis après... Ah bah chiche. Enfoiré. Ah bah clairement, si jamais vous avez l'impression qu'on traîne trop pour les prochains mini-titres, s'offrir des vinyles, c'est très très pratique, hein. N'hésitez pas. Mais bon, c'est Yob aussi. D'ailleurs, on fait pas un mini-titre, je viens d'y penser, on fait un petit complet. Oui, c'est pas du tout. Ok, il a tout gagné, Yvan. Hein. T'as tout gagné, mon vieux. Hein. Yob is love. Yob, c'est la vie. Yob, c'est l'histoire avec un grand Y. Boy en verlan. Putain, j'avais jamais réfléchi à ça. Putain, tu viens de m'apprendre un truc. Pour parler Yob, faut d'abord parler d'Eugène. Pas de tonton Eugène, hein, mais Eugene la ville. Oregon. L'Oregon. Tu vois la côte ouest. Je la vois très bien. T'as Los Angeles, plus haut t'as Frisco, San Francisco. Côte ouest. C'est pas là, si j'ai envie de te dire. Ouais, tu montes encore à Portland. Ah bon, après c'est la pluie, après c'est Seattle, c'est les cafés. Et ben entre Portland et San Francisco, t'as Eugene. Bon, au départ c'était un relais poste, et puis c'est devenu une ville, enfin un classique de la conquête de l'Ouest. Mais si on refait Eugene à partir des années 1800, on va pas y arriver. À Eugene, il y a Yob. Il y a notamment Mike Scheidt. On parle un peu de Mike Scheidt. Oui. Mike Scheidt, c'est papa. Ouais. On a pas mal de choses à dire. Mike Scheidt, c'est un mec... Je le tiens de ses mots, parce que c'est un type, enfin, on est sur ce niveau, pour moi c'est un dieu, et c'est le genre de gars au Roadburn que tu croises à un bar sans problème, enfin donc il est quand même... Ah oui, c'est un mec, il a jamais cessé d'être en plus un fan. C'est un fan avant d'être un musicien. Exactement. Et c'est quelqu'un qui de lui-même m'a dit, moi j'étais un des rares choreux avec les cheveux longs. Du coup j'étais un peu bolossé par les choreux, et un peu bolossé par les punks et tout, et par les métalleux. Et il a réussi à mon sens à faire au début une sorte de jonction de tout ça. Même si sa musique est devenue, évidemment, c'est du doom psychédélique, sludge que tu veux, le côté hardcore, il est pas perceptible, il est là au début, et pour moi, ça a une influence. Voilà. Alors pour revenir sur ce que tu dis, c'est... alors lui, c'est un melting pot de
de tout. Et alors, quand tu dis qu'il se faisait bolosser, parce que j'aime déteste ce mot d'ailleurs. Pardon. Voilà. Embrouillé. Se faisait embrouiller parce que il était pas. En fait, il disait qu'il savait pas où, on savait pas où le ranger. Il avait un t-shirt saxon, une veste avec marqué Metallica dessus derrière. Il avait un patch de The Obsessed ou de Corrosion of Conformity. En fait, il avait tous les styles. Et en fait, à l'époque, c'était les chapelles. Soit des styles, c'était ça. Donc, du coup, et puis en plus, après, il adorait le death. Donc, et donc, il a mixé en effet tout cela. Et il disait qu'à l'époque, vu qu'on savait pas où le ranger, on l'avait foutu avec les, pas genre The Cure, mais pas les gothiques, mais des new, enfin ils savaient pas où le foutre. Du coup, ils l'ont foutu en new wave, tu vois. Ils ont dit, bon. Mais je trouve en effet que du coup ça représente bien la musique de Yob, même si c'est fondamentalement doom. On va pas se mentir. Oui. D'ailleurs, Mike Shai, tu as dit que toi-même que c'était avant tout un fan. Sur ses biceps, il a tatoué Cathedral et Sleep. Il a le logo de Sleep. Voilà, qui sont pour lui les deux mamelles de sa musique. Ce qu'on peut entendre, parce que t'as à la fois le côté européen, à la fois le côté américain. T'as le côté son sonore, fuzz, pédale de fuzz, etc. de Sleep, et le fait de s'autoriser à faire des trucs qui sortent du cadre de Cathedral. Donc c'est vraiment, pour moi, les deux mamelles qu'on peut retrouver. Tout comme on peut retrouver Eugene entre Portland et Frisco, et que t'as Frisco, t'as la scène un peu psychédélique. Si tu vas sur Seattle, t'as le grunge, tu vois. Portland, la scène de Portland fait un peu la mix entre les deux. Je pense qu'il y a un truc assez intéressant qu'on peut choper là-dedans. Puis, alors quand il monte le groupe, quand il a monté le groupe bien avant de sortir l'album, il est en 96, il est là à ce moment-là, c'est quand même lui, à l'époque, eux ils connaissent Sleep, nous on connaît pas vraiment Sleep, mais eux à l'époque pour eux c'était un gros truc. Sleep c'était déjà un événement sur la côte ouest, entre San José, Frisco et un petit peu plus haut. Donc clairement ça a été une influence dès le départ. Mais au départ, je sais qu'il voulait plutôt s'attaper vraiment vers un truc vers la Corrosion of Conformity parce qu'il adorait Animosity. Et il y a, alors bien sûr, la Black Sabbath dedans, forcément. Et il y a un truc, Mathieu. Oui. Qui va nous faire plaisir à tous les deux. Tu sais, d'où la lune ses plus grosses influences, de son artiste préféré. Dis-moi. Là où il tire un peu sa voix. Vas-y. David Bowie, c'est un fan absolu de David Bowie. Notre idole. Et il dit, on peut sortir du Bowie dans ma musique. Alors je sais que là, du coup, maintenant, tu vas acheter c'est de la merde. Mais c'est un fan absolu de David Bowie. Ouais. Alors ça me permet, je voudrais embrasser Joe Hume, parce que il y a pas longtemps, j'ai repensé à ça. Joe Hume, c'est un ami. Joe Hume, on est venu pour l'épisode 2 chez lui un après-midi pour défoncer son artiste favori gratuitement. Ouais, en plus à l'époque c'était juste méchant, je crois. C'était méchant, absolument pas renseigné. Et il a eu la gentillesse de nous accueillir. Moi je retiens cette phrase qui disait alors David, tu lui dis David Bowie, peintre, artiste, musicien, acteur. David Bowie touche à tout, et c'est pas un peu aussi bon à rien. Ce qui est d'une gratuité, d'une méchanceté totale. Touche à tout, c'est pas un peu bon à rien. Est-ce que c'est pas le moment de s'excuser officiellement? Oh non. Non, on emmerde. On était à deux doigts. On reste là-dessus. Bon, moi je m'excuse, Joe. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui connaissent pas, ben vous allez connaître. Hein. Ouais. Vous avez déjà alors, c'est pas non plus... parce que tu me disais, on va faire les classements des albums et tout, et je te disais que c'était pas non plus... nous, on connaît, mais ça reste une musique de niche. Hein. Ah bah oui, c'est pas vraiment... Oui, c'est vrai que pour nous, c'est énorme. Pour nous, c'est un gros gros concert sont sold out, machin truc, y a pas de souci. Mais c'est des petits concerts. C'est des petits concerts, mais c'est pas un gros groupe. Non, c'est vrai. S'ils ouvraient pour Gojak, t'allais voir cette semaine, par exemple, personne vraiment connaîtrait Yob. Non, mais j'aurais adoré entendre le son de Yob à Bercy. Hein. Parce que j'ai eu Alien Weaponry, c'était pas la même tambouille. Ouais. J'aurais bien aimé les voir détruire les enceintes de Bercy avec leur gros son. Putain, tu m'as fait un petit frisson, là. Yob, c'est du métal total. On l'a déjà dit, on va le redire. Il y a ce côté prendre dans le métal extrême des archétypes, des trucs et tout, et en faire quelque chose de transcendantal. Alors, pas commercial, je pense qu'on peut pas dire ça, même si en fait, je pense que beaucoup de gens peuvent apprécier. Les morceaux font 10 minutes. Voilà, mais après, je pense que la musique de Yob pourrait être accessible à n'importe quel métalleux. Je pense que même ma mère pourrait écouter Yob. En fait, c'est la musique vachement tellurique qui marche sur les émotions et sur la répétition, ses vibrations, et ça t'emmène, quoi. Je pense que ça marcherait un peu avec tout le monde qui se laisse porter. Ouais, quiconque qui a des fêlures, finalement. Comme Envy, mais toi, tu n'as jamais réussi à être embarqué. Moi, ouais, ça m'a jamais vraiment embarqué. Mais c'est comme Sleep, c'est de la musique vraiment, c'est, comme disait Bubu, Philippe Bustet, mon bassiste, c'est quand je l'ai amené voir Sleep, la première fois, il me dit, c'est la musique préhistorique. Donc, c'était obligé, tu te rentres dedans, quoi, ça fait
tu vois, ça réveille des petites cellules en toi. Ça parle à l'animal, ouais, qui dort en toi. Yob, quand est-ce qu'on rencontre Yob? Les premiers concerts, ça va être Roadburn 2010? Ben, c'était l'année de reformation. Oui. Où ils sont Ils reforment en 2009, ben, ils tournent en ils 2010. sont venus en voilà. C'est ça. Ils font 2 concerts, donc c'était un moment assez important parce qu'ils ont joué 8 titres, 2 sets de 4 titres, et donc il y a des morceaux qui ont été joués à ce moment-là, qui ont été très rarement joués en Europe par la suite, notamment, si je dis pas de bêtises, Ether, qu'on a eu. Parce qu'ils ont joué entièrement Catharsis. C'est ça. Et ils ont joué entièrement Catharsis. Il y a eu un set entièrement Catharsis qui était absolument incroyable, et donc le Ether qui est un de mes titres favoris de Yob, qui a été envoyé, mais qui nous avait décroché. J'ai un souvenir de m'être fait rouler dessus, c'est un de mes concerts encore. Je te rappelle que c'est l'année aussi, c'est quelques mois après, où j'ai ouvert pour eux. Et après, l'année d'après, le 9 octobre 2011, donc en combustible, je pense pas trop m'avancer en disant que c'est la première date française de Yob. Ouais. Et en effet, tu étais en première partie avec pas beaucoup de monde en public, mais Mike Chat au premier rang, qui est Borgay, qui m'a acheté mon album à la fin. C'est ça. Et ça c'est 100% Mike Shine. On l'a vu un nombre de fois, même au Roadburn, au concert de Doom, le groupe, pas double style, incroyable, à faire la bagarre et tout. Enfin voilà, bon, le Roadburn, il avait son rond de serviette, à l'époque où le Roadburn était le Roadburn. À Disphere, on l'a vu monter sur scène, sauter, faire des stage diving et perdre ses godasses. Est-ce qu'on peut pas dire que le Roadburn, c'est quand même un festival assez fou, puisque c'est au moment où son programmateur a perdu la vue que c'est ses oreilles qui ont pu marcher. C'est un peu ça. Je suis désolé, c'est pas gentil. mais c'est complètement vrai. Hein. Enfin bon, Home of the RIP. Mais donc, pour dire que Mike voulait nous acheter il m'a acheté l'album, je voulais lui filer, il m'a dit, hors de question, tu te rends pas compte, j'étais vachement gêné de lui vendre, il fait, non, t'inquiète pas. Ça, c'est et puis, au fur et à mesure des années, chaque fois on se voyait, chaque fois on discutait, chaque fois on se voyait au concert, chaque fois machin truc et tout, et puis voilà, et puis Aaron, le bassiste, qui est devenu le bassiste par la suite, Aaron Reisemer qui est arrivé après, on en parlera, et lui, quand il vient à Paris, il m'avait appelé, on avait fait une visite de Paris absolument adorable. Sur le dossier Aaron maintenant. Très bon groupe Norska. Ouais, parlons d'Aaron maintenant. Aaron, c'est l'homme qui ne vieillit pas. C'est un peu le beau gosse de la scène. Hein. Ah déjà, moi je le mets. Il est beau comme un dieu, ce mec. Il est beau comme alors, il a un visage d'ange, un corps d'Apollon, et de 2009 à 2023. Il a pas bougé. Il a pas bougé. C'est oui, il en a fait mouiller des petites culottes, à commencer par la mienne. Et Dieu sait que quand je vais en concert en petites culottes, quand je rentre, j'ai mal. Vous imaginez même pas, c'est pas prévu du tout pour les testicules cette affaire. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mes sous-vêtements. On va plutôt parler de Yob, et on va commencer avant le Yob que beaucoup connaissent. Il y a le petit Yob, le Yob petit format que tu peux mettre dans la poche, et qui sort donc en 2000 un CDR avec 3 titres et une chanson live. On va faire très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a un premier batteur dont on n'entendra pas parler pendant longtemps, qui s'appelle Greg Ocon. Oui. Tu fais très vite, tu mets G.Ocon, ça fait gros con. Et Lowell Hills à la base. C'est la mouture qui a disparu hier. C'est ça. Mais il y a un truc intéressant sur cet album, c'est qu'il y a un titre live qui s'appelle White Doom, qui n'a jamais été enregistré, et qui est une sorte de balade avec des gros guillemets à la Yob, quand on trouvera sur chaque album un morceau émotionnel, voilà, dans l'émotion, qui cherche la majesté. Et pour moi, ce White Doom, c'est la première fois que Yob va essayer de courir après cette majesté absolue. Ils vont mettre très longtemps à le trouver, parce que toutes ces balades un peu émotionnelles, pour moi, je suis un peu en retrait par rapport à leur qualité, jusqu'à une. Alors toi, tu sais de laquelle je parle, mais on va ménager le suspense. Et pour moi, White Doom, White Whale, il y a vraiment une chasse, tu vois, un Moby Dick, tu vois, d'aller chercher le White Doom. Voilà. Je vois. Le premier album ou pas, parce que je pense que le groupe veut pas le considérer comme son premier album, mais techniquement ça l'est, c'est The Elaboration of Carbon. C'est le premier album, Elaboration. Mais s'il a pas été réédité, vu le line-up, etc., j'ai le sentiment que pour eux c'est Catharsis. En effet, c'est celui-là. Alors déjà la prod fait que, parce que c'est enregistré avec des petits sous, donc c'est très étouffé. Par contre, dans l'album, t'as toute la sauce de Yob, quoi. C'est toute la recette, ce que va devenir Yob. Et par contre, ce qui est intéressant, par exemple, Universe Rob, le premier morceau, c'est une version préparatoire, ou c'est une version, écoute bien, c'est Ether. Oui, c'est les riffs d'Ether, c'est la sortie d'Ether, et en fait, Ether, c'était une condensation de ce morceau. Et je pense que beaucoup de morceaux sur cet album-là, c'est, ça oui, t'entends un bout de That Light That Is the Scene, c'est ce qui va venir là. Exactement. Bien sûr. Donc, on entend déjà le son, même si la prod est pas là. La voix, parce que c'est les... Alors, ça peut surprendre, je vous l'ai dit au début,
Alors commencez pas avec cet album-là, bien sûr, mais la voix au début, on dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, Oui. t'as l'impression que c'est des voix à l'unisson d'enfants ou un mec qui psalmodie avec une voix. La première beaucoup écoute de d'effets. Yob, j'étais sûr que c'était une femme qui chantait. Et beaucoup d'effets, et que finalement, pour l'avoir vu un nombre incalculable de fois en live et en jeu avec lui, il a très peu d'effets, ce con, sur sa voix. Non, c'est juste C'est juste que incroyable. c'est la modulation de sa voix qu'il arrive à... Alors, il a des effets, bien sûr, mais Oui. je vous assure que même en acoustique, il chante comme Oui, ça, bien le mec. Donc, Non, faut le voir, parce que, en fait, c'est la façon dont il tient sa gorge et dont il ouvre la bouche qui lui permet de faire des voix très aiguës, puis un growl, et de passer de l'un à l'autre, même Ouais. pas en 30 secondes, mais enfin, pas en un clin d'œil, mais pas c'est loin. voix un peu nasillard, tu sais, Ouais. un peu Bowie-esque, tu vois. Oui, c'est pas faux, c'est Ouais, pas ouais. faux. Pour replacer un peu The Elaboration of Carbon dans le contexte, c'est le tournant, c'est le début des années 2000, évidemment. Et donc sort à ce moment-là, Dobbs Throne, Electric Wizard, Ion Fire qui sort d'Art of Self-Defense, Crowbar. Ah, mais ça passe totalement Ghost inaperçu. Snake. Alors ça passe évidemment inaperçu, mais on est dans cette espèce d'émulation de ce qu'on va appeler un peu le stoner metal, Oui. en fait. La seconde vague de stoner, Mhm. qui a un gros son. Et Yob est dans ce délire-là, mais dans un truc encore tout petit. Il y a des racines hardcore sur cet album, dans le riffing, Ouais, ouais. dans la façon, même dans son chant, dans certains trucs, tu le sens encore. Et il y a l'arrivée de Gabe Morley à la batterie, qui définit, même si c'est pas finalement le C'est pas batteur, lui, le batteur, oui, bien parce sûr. que Travis ouais. Foster, tout ça, mais il va définir la façon de jouer avec les roulements, le côté. Le côté au fond du temps aussi, Voilà, le côté très exactement. plongeant. Ouais, alors, pochette de merde qui n'a pas non plus servi l'album. Ah bah Yob et les pochettes de merde pendant Ah longtemps. non, tu peux pas dire ça. Ah non, je vais te montrer pourquoi après. Très bien. Donc, on va dire album de démarrage, de présentation. Alors là, on va pas dire souvent avec plein de groupes, c'est le premier album et puis après ça s'essouffle. Là, c'est plutôt le contraire, si Non. tu veux. Oui. C'est que ça commence à prendre, c'est le premier album et plus ça va, plus ça va aller de mieux en mieux. Alors après, tout est très bon, moi je trouve. Et on va arriver à un moment au pinacle. Hein, Tout est forcément. très bon. Alors, petite anecdote avant d'arriver à ton pinacle, je te vois arriver. Il y a une chanson, Clear Seeing, dans cet album, qui est une chanson grunge, mais presque une vraie chanson. Couplet-refrain, c'est presque une des seules qui est construite. Ouais. Comme mais c'est une marrant chanson parce qu'il y a classique. il y a un côté alternative rock, Oui. mais alternative metal mélodique de l'époque, quoi, Alice in Chains, machin. Et tu peux le ressentir. Hein, il y a un côté grungy, sur On peut Yob. C'est ça qui me plaît aussi. Mais bon. Mais si on glisse à 2003, on arrive à Catharsis. Et voilà. Et là c'est la formule Yob. Elle est là. Là, c'est bon. Là, tout est en place. Alors, Catharsis. Je crois que t'aimes bien Catharsis. Ah, Je moi, crois que t'aimes bien moi, cet je album. l'adore. Il y a Moi un de mes aussi, titres moi aussi. préférés de Yob Bien dessus. Il y a sûr. Ether. Alors, il y a deux morceaux. Alors, il y a 3 morceaux sur l'album. Ouais. Je vous ai pas allé loin. Il y en a un qui fait 18 minutes. Un au milieu qui fait 7 minutes. Et en plus, il fait 7 minutes, mais t'as l'impression que c'est un tube. Tu sais qu'il fait 4 minutes et que ça envoie. Et le dernier qui fait 23 minutes. Donc, t'as 2 pavés et au milieu, t'as cette espèce d'explosion qui est Ether, quoi. De fontaine de beauté. Et pour le premier morceau, Aeons, qui, ben, voilà, c'est tout ce que fait Yob, hein. C'est une montée, c'est très lourd, c'est très plombant. Il y a un côté, on n'en a pas parlé aussi sur l'album. Il y a des passages, je dis hardcore et tout, mais il y a des passages de la Morbid Angel qu'on va retrouver. Le qu'on riffing Morbid retrouvera Angel. après, surtout sur Quantum Mystic, mais Ouais. des trucs vraiment du riffing à la Morbid. Hein. Sur C'est, The Screen aussi, enfin, ils ont toujours des ouais, riffs comme toujours, ça. Bien sûr, évidemment. Donc ça arrive, ça rase, c'est psychédélique, le son est incroyable. Alors, il y a l'album, comment il est sorti à l'époque, avec une prod qui... Voilà, moi j'ai les deux. Moi aussi. La prod est pas affreuse, mais quand t'écoutes le remix, Le bon, remix est phénoménal. Le remix, on entend la basse. Déjà. Alors, ouais, petite info peut-être sur l'enregistrement de l'album. Sur la version initiale de l'album, il est marqué que c'est Travis Foster qui joue. En vérité, c'est Gabe Morley. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que Gabe Morley, il a eu un accident de voiture avant l'enregistrement de l'album, donc il a enregistré l'album vraiment en sortant de convalescence. Et comme derrière, je pense qu'il y a eu une embrouille entre Mike Scheidt et Morley, bah, il l'a fait sauter de l'album. Ah ouais. Mais c'est bien lui qui joue les parties. Donc là, je vous le montre, hein, vous le voyez. Regardez votre caméra de recul. Alors ça, voilà. Donc ça, c'est le premier. Laisse aux gens le Voilà, temps de se mettre en voir. marche arrière. Donc ça, c'est le premier album de Catharsis de Yob. C'est la première version. Très belle pochette en plus. Ouais, Et mais ça derrière, ressemble voilà. pas à musique de Donc Yob. il y a marqué donc Yob et Mike Scheidt, Travis Foster à la drum, Isamu Sato. Oui, on à n'a la pas basse. parlé de leur Ouais, Sato. la six Et asiatique. il y a un plus, c'est marqué Drums en Catharsis by Game Morley. Donc il le précise bien. Sur c'est un bien, titre. Ah oui, ok, sur Catharsis. Ah non, ah oui, d'accord. Catharsis, l'album, peut-être qu'en Sur fait, ils l'album. disent que c'est lui qui joue, C'est lui mais qui qu'il joue. il le présente pas dans le line-up. Et D'accord. C'est ce que je te Voilà. montre. Ok, oui, j'avais pas compris comme ça. Ok, d'accord.
donc ça va. Et l'album a été mixé par Mike aussi, par Mike Shite et Jeff Rosen. Donc c'est pour ça que c'est sa première version. Alors, moi je l'aime beaucoup parce que je l'ai écouté beaucoup, mais c'est sûr qu'au début je me dis pourquoi je rachetais le repress de 2013, je l'ai déjà. Et j'ai fait le comparatif dedans en l'écoutant. Ouais, pour le coup le remaster, c'est un remaster quoi. Ils ont eu des problèmes au moment du mixage, ils ont galéré. Ils le racontent d'ailleurs dans le remaster, il l'explique que les faders, ça y avait plein de bordel, ils mettre du tape, du scotch, tu sais, pour bloquer les trucs et tout. Donc ils ont vraiment galéré, notamment sur le morceau Catharsis. Donc voilà, je pense que là, elle est clairement sur le repress. Donc on pourrait très bien dire, si vous connaissez pas Yob et que vous voulez commencer par un titre, écoutez direct Ether. Oui. Allez, la version terminée. Mais il est incroyable ce morceau. C'est un de mes 5-6 morceaux préférés. Il groove, il remue du popotin, ça envoie une guerre. La fin, il te dégomme la nuque. Alors, moi, je me souviens qu'on avait vu, quand il avait joué pour la première fois au Roadburn, cet album, la déflagration du morceau qu'il a envoyé, c'était incroyable. Donc, pour moi, l'un des meilleurs morceaux de Yob. Complètement. Et d'ailleurs, puisque je vais avoir comme fil rouge le White Doom, à la recherche du White Doom, là, c'est le morceau Catharsis, le morceau titre de 20 minutes, qui donc prend son temps, développe des atmosphères, etc. Il est intéressant, il est cool, mais c'est pas un grand morceau de Yob. Voilà. Alors, et c'est comme tout, ça dépend dans quel. Alors, vu que c'est des morceaux de 20 minutes, 18 minutes, c'est pas des trucs que t'écoutes comme ça. Tiens, t'as vu, Crowbar qui a sorti un nouveau titre, on va l'écouter. Non, ça c'est. Là, faut peut-être être dans des conditions particulières d'écoute pour écouter certains morceaux de Yob qui sont très longs, comme Ions ou Catharsis. Et moi, j'ai eu du bol où quand j'ai découvert l'album, j'étais sur le ferry qui allait en Angleterre. Donc je me le suis écouté sur le fer en regardant la mer, un truc romantique de mer, pas romantique, mais c'est des images. Et j'avais Yob dans la gueule avec alors là je me dis putain. Ça te met dans un mood quoi. Mais c'est sûr que si t'écoutes ça comme ça au taf ou entre deux trucs, ça va être très difficile, oui. Si t'écoutes ça en te masturbant au taf, ce que font beaucoup de gens. Tu peux. Mais du coup ça te déconcentre. Je peux comprendre. Bon, on n'a pas trop parlé label, mais donc ils sont sur des petits labels depuis le début, entre Abstract Sound, tout ça, c'est des trucs assez cheap. La réédition, elle est chez Relapse. Et c'est comme la plupart de leurs rééditions par la suite, et donc c'est là qu'ils ont les moyens en effet de faire sonner leurs albums comme ils auront fait cette belle pochette qui du coup correspond peut-être un peu plus à elle correspond pochette, plus sans être belle c'est le Bouddha quoi, enfin il y a un truc c'est une image que je rapporte beaucoup à Yob et je me souviens moi pareil au Roadburn quand ils avaient joué, ils avaient cette image de Bouddha derrière qui apparaissait c'est plus ou moins, tu sais, qui était pas se rapprocher, ça zoomait dessus, mais mysticisme et spiritualité, c'est Mike Shite. Exactement. Et Yob, je rapproche vraiment ça à ce Chevalier du Zodiaque, tu sais, Camus. C'est ça. D'accord. C'est le fait de la Vierge, je crois. Possible. Où, tu sais, il avait toujours les yeux fermés, et puis dès s'il ouvrait les yeux, t'allais crever, mais tu sais, il les ouvrait tout doucement, c'était des fentes, et c'est ça, Yob. Si tu sens, c'est apaisant, ça transporte et tout, mais il y a un côté vraiment un moment. Quand c'est bien ouvert, ça déflague, quoi. Donc c'est Camus, tu vois, c'est le chevalier, je crois que c'est la Vierge, il me semble. Bon exemple. Vous me direz si j'ai une connerie, mais je sais plus, je crois que c'est ça. Il y aura bien un fan du Chevalier du Zodiaque. Hey, n'importe quoi. Pas du tout, c'est le moment où c'est Chiahu, il défonce l'autre chinoise, là. En plus, c'est chelou, parce que la déesse dans Chevalier du Zodiaque, elle a un nom de slip, elle s'appelle Athéna. Un jour, je trouverai l'équivalent de Andromède aussi on a déjà fait à Galoche. Il y a dire une vieille chouineuse que t'as envie de frapper. On a déjà fait à Galoche. Pardon, tu m'avais dit doucement. Et c'est qui le grand frère? C'est Iki qui vient le taper. Arrête, Darlouse. C'est Neurosis. Oh, c'est Iki. Elle va mettre des crêcrêches sur tout le monde. Ah putain, on vous trouvera des équivalents sur du Zodiac dans tous les albums. Le mal néfaste, tu sais. Ah putain. Le viriliste gênant et qui vient cogner tout le monde. Alors, c'est encore ta fiotte, mon frère. Non mais c'est-à-dire, on parle pas trop comme ça aux gens, chacun fait... Ta gueule. Non mais bon. C'est un peu ça. Ouais. Darlouse. Ouais, vas-y. Donc du coup, Metallica, c'est Pégase, c'est le truc que personne n'aime spécialement, mais que tout le monde achète. Ouais, ça marche bien. C'est le héros, mais parce qu'il a été choisi, on sait pas trop pourquoi, quoi. Parce que le scénario l'a dit. C'est lui. Bref. Ouais. On va passer à The Illusion of Motion. Signature sur Century Media. Et puis, on va pas se mentir. N'importe quoi, signature sur Metal Blade. Et on va pas se mentir, j'ai découvert Yob. Ouais. Découvert Yob avec Ball of Molten Lead. Et je ne sais plus pourquoi. D'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ce morceau est... Si, je sais, ça passait, il y avait une chaîne de
de diffusion de clips un peu underground. Il y avait plein de trucs dessus. Il y avait du MTV MTube et Chouine. tout. Et ils ont passé ce clip-là de Ball of Molten Lead, je crois, qui est un clip D'accord. filmé Ouais, dans un concert, hein, avec un Filmé au montage à la au con. Nokia 3310, quoi. Et branlé. Ouais. Ah bah moi, c'est mon morceau préféré du Yob. Branlé. Ben, ouais, c'est incroyable ce morceau. Moi, j'ai tatoué Legion of Potion sur le bras, c'est pas pour rien. J'adore cet album. C'est un album qui, en matière d'émotion, me transporte complètement. Donc, c'est l'arrivée de Travis Foster à la batterie. Mhm. La signature, c'est chez Metal Blade, donc, comme on disait. La pochette moche a été faite par Isamu Sato. Isamu Sato. On en parle vraiment de Isamu Sato. Bah, il est Comment est-ce chinois, que quoi. c'est un chinois du Japon. Il mais est bon. chinois du Japon, tout en étant américain. Il vient de groupe de hardcore aussi. Il connaît Mike depuis longtemps. Voilà, on s'en branle. On l'a jamais vu en tout à Europe. fait, On s'en fout. On s'en fout pas mal. Mais voilà, c'est Isamu Sato. Et donc, The Ball of Molten Lead, elle a quand même été dans beaucoup de setlists. Ils l'ont énormément joué. C'est pas pour rien, parce que quand ça part, ça c'est- part. Ça, c'est une Puis, chanson qui te roule dessus. Puis c'est vrai que les premières notes, quand il démarre, ça monte. Oui, bien sûr. Il a fait en haut de son manche, là. Parce qu'on avait dit, parce que Yob, là, Ball of Molten Lead reprend vraiment ça. C'est une progression, hein. Ça progresse. Oui. Ça présente du riff, ça progresse jusqu'à une explosion, Qui a pété à la gueule, ultra attendue, voilà. Et là, ce qui fait encore vocalement sur ce qu'on pourrait appeler un Incroyable, refrain. je chante trop bien. C'est une folie furieuse. C'est un morceau, et moi, je sais pas si c'est une influence revendiquée ou voilà, mais moi, j'entends du Pink Floyd dans. Et là, carrément. Oui, on est d'accord, dans Yob. Hein. Carrément. Tu peux entendre plein de trucs, du Wishbone Ash, tu peux entendre plein de Oui. trucs. Mais vu que Mike Chad est un boulimique de musique aussi et que c'est un fan avant tout, il écoute toujours la musique. Je pense qu'il se nourrit vachement de trucs. Par contre, le côté psyché, vraiment presque spatial, quelquefois. Non, mais il t'emmène vraiment dans Oui, non, mais je suis dans une d'accord. autre dimension. Ben, ça, tu retrouves forcément. C'est Floyd et c'est Pink Floyd. Hein, Ouais. mais- C'est vrai. Et Bowie West. Le mec, il Non, casse après- trop les couilles avec. Après, Sleep, Acid King, toute la scène du coin fait ça. Si l'idée t'écoutes de- bien, le ballon modèle, t'entends Run control to Major Tom. C'est pas bien l'oreille. C'est possible. Non, c'est... De Bowie of Molten Lead. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet album? Il y a le morceau Doom, ouais. Doom numéro 2, qui est très très bien, moi j'aime bien. Doom 2 qui a été beaucoup joué également. Si on va sur mon côté de White Doom, donc cette chasse à la baleine d'un morceau émotionnel, est-ce qu'on dit que c'est Legion of Potion, le morceau titre? C'est souvent le morceau titre, on pourrait dire que c'est celui-là, même si Exorcism of the Host est aussi un Le morceau calme. titre. C'est deux morceaux assez calmes les deux, ouais. Ouais, mais l'autre il fait 26 minutes. Donc, Oui, oui, c'est ça. Mais alors, autant avant sur Catharsis, on va dire, il y a Ether qui en ressort, mais qui fait 7 minutes et pour moi qui est un tube. Sur cet album-là, C'est il y a Ball of Molten qui Ouais. est carrément un tube, c'est le genre de truc, un morceau que je me mets assez souvent. Là, ça veut pas dire que le reste c'est du remplissage, il n'y a pas de souci, mais comment dire, comment je pourrais dire ça? Tu vois que c'est cohérent, c'est très bien, ça cherche pas vraiment, il continue d'explorer quelque chose. C'est ça. Et il n'est pas encore exact, il a touché Je suis à d'accord. des moments de grâce, le mot grâce qui va revenir après, Ball of Molten, mais ça va venir vraiment enfin, je veux dire, l'album parfait va venir après. On quoi. n'a pas sorti le mot chef-d'œuvre encore. Hein. C'est Non. des albums que j'adore, mais on n'est pas Un sur des superbe chefs-d'œuvre. album, y a pas à chier. On est d'accord. L'année d'après, du coup, arrive le pas vrai n'est jamais vivant de Unreal Never Lived. Ouh. Alors, et c'est 2005 et c'est Oui. l'année où on a. C'est pas le tournant. C'est Non, pas non, le tournant, c'est pas- c'était 5 ans avant. Non, je vais dire une connerie, c'est pas l'année où Sleep a commencé, non, c'est sur Great Sensation. C'est en Oui, 2008. c'est 2009. Ouais, c'est 2009 et c'est 2008 où Sleep commence c'était plus ou moins, c'est À revenu d'un revenir, coup, oui. quoi. De- Donc 2005, on n'est pas encore 2009, dessus, ouais. ouais. Non, 2005, il y a toute cette scène qui est bouillonnante, tu vois, entre Iron Fire Home, Godsnake et compagnie. C'est ça. Là, cet album commence par 3 titres. Hein, je pense que les 3 premiers sont ultra solides. Tu vas de Code Quantum Mystique. Code Quantum Mystique. Je voulais savoir si t'allais la voir. Et Gasping Oh Boy. Air et Mental Tyrant. Ouais. On est sur 3 morceaux qui sont quasiment les 3 plus joués de l'histoire de Yob en live. Tu vois. Quantum Mystique est un tube. Ouais, Tu vois, Quantum tu Mystique, partout. c'est un truc. Bah, Ouais, bien sûr. l'intro, rien que l'intro. Ouais. c'est tana. Quand l'intro arrive en Ah, concert, ouais. là, c'est le moment où tu Ah, jettes ton super. sac Ah, et tu ouais, dis ok, c'est parti, quoi. fantastique. Et non, c'est un album qui est vraiment très fort.
Je pense qu'il y a step up par rapport aux deux d'avant, Ouais. malgré l'émotion, aux trois d'avant, par rapport à Et là, le l'émotion, son là. est Mastar. Ouais. Là, on est direct sur le son Mastar. Par contre, en effet, l'enchaînement Quantum Mystic, Grasping Air et Cosmos Et aussi entre eux. Mais, Ouais, et Mental Tyrant. ça, là, tu te dis, voilà, par contre, on est sur du grand truc, quoi. C'est, Oui. ça défonce. Comme on C'est dit. ça. Et donc, bah, tu disais, il y a Cosmos dessus, qui est donc le morceau White Doom, le morceau qui tente l'émotionnalité, tout ça, et qui finalement est en dessous du reste. Ouais, tout à Faut le fait. dire. Et genre, je disais parfois, ça, il va le trouver après. Il l'a dit plusieurs fois aussi. Hein. Quand tu parles, il parle souvent de grâce. Lui, il essaie de trouver le moment. Il dit la musique, voilà, il veut toucher la grâce que pouvaient avoir certains artistes quand ils jouent un truc. Et c'était un peu sa recherche pendant très longtemps. Ben, moi, je suis. Comme tu dis, il a fait sur chaque album, essayer de faire ce morceau-là qui a 2 fois marché, devrait marcher, et puis il y arrivait à un moment. Ça arrive, Voilà. ça Ouais, arrive. j'aime bien comment teaser comme ça. Ouais, tout le monde le Tu sais, sait. Les Tu fans avec ton doigt, tu le tournes savent. autour du petit fion. Là, et voilà. Il y a, là, pareil, je vous conseille les rééditions. Alors, pas pour là, ça peut être remixé, mais il y a un morceau supplémentaire qui s'appelle Essence. Est-ce que c'est un rapport avec Ether, je ne sais pas. Mais il y a un morceau supplémentaire qui est cool. Donc voilà, il y a moyen de le choper. Pochette par Aaron Age. Donc ça vaut le coup d'en parler parce que Aaron Age, c'est l'homme qui est derrière le projet Lumbar, dans lequel Mike Scheid va être également. Donc voilà, c'est leur premier contact professionnel. Et ils vont se retrouver ensemble. À la suite de Unreal Never Lived, il faut savoir qu'on n'a pas trop parlé du Yob en Live à ce moment-là. Yob en Live à ce moment-là ne quitte pas la côte ouest des États-Unis. Je vous montre, hein. J'ai bien vu, t'as la gueule de Sato, regarde là, cette tronche de japonais. Sato, dégueulasse. Oh putain, la vache. Sato, tu as tué son frère Akshina, clairement. Moi, tu as raté mon frère Akshina. Ouais. Et donc justement, Sato et Travis Foster à ce moment-là décident de quitter le groupe. Donc Yob, c'est 5 à 10 concerts par an, tout sur la côte ouest. C'est un petit groupe qui arrive pas à grimper malgré leur son. Peut-être en avance, peut-être précurseur, je peux entendre tout ça. Ouais. Donc le groupe split parce que Mike Scheid se retrouve seul et donc il va reformer un nouveau groupe qui est Midian. Tout à fait, que j'ai chroniqué à l'époque quand il est sorti. Moi j'ai le Scud d'ailleurs. J'ai souvenir à l'époque que donc ça faisait partie des trucs que j'ai reçu en promo également et que j'étais déjà chroniqueur. Très surprenant à l'époque, savoir. Que ouais, ça a pris tout le monde un peu au revers. Ouais. Surtout avec Mike Scheid de Yob, mais à l'époque Yob c'était pas non plus. Non, c'est clair. Et Midian devenait à ce moment-là le groupe principal de Mike Scheid. D'ailleurs, qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas eu des soucis judiciaires? Parce que du coup, ils se sont fait attaquer par un groupe qui s'appelait déjà Midian. C'est la raison pour laquelle l'album de Midian en vinyle coûte un surbras, que si vous l'avez, offrez-le moi, qui coûte très très cher, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le represser, etc., etc. Donc le groupe s'arrête pour ces raisons-là. Il faut savoir que dedans, il y avait Will Lindsay, qui après sera dans Wolf in the Throne Room et Indian qui est un des groupes les plus sous-estimés de la scène, je pense, dont tout le monde se fout, qui est vachement bien. Et donc voilà, donc Midian s'arrête comme ça. Isamu Sato est parti au Japon tuer les baleines. Je crois. C'est la légende, hein, il me semble. Et les enculés de Dauphin. Ouais. Asahi il est reparti faire des trucs, quoi. Je te signale que si on veut augmenter notre auditoire, faut peut-être arrêter d'être raciste. C'est pas raciste, c'est pas raciste, c'est stéréotypeux. Je suis pas raciste, j'ai moi-même mangé des sushis hier. Bon, continuons, tant pis pour l'auditoire. Et donc voilà, le bon Mikey Mike, va aller reformer Yob. Parce que, entre-temps, comme tu le disais pour Sleep, ça a été un peu le même truc. Il y a eu des débuts de buzz, le Roadburn qui propose des concerts, etc. Donc ce genre de groupe reprend du service à l'orée des années 2010, donc on l'a en 2009 pour The Great Secession. Ce qui a servi Yob sur l'album, forcément, deux fois, si tu peux rentrer dedans ou pas, mais c'est le fait d'aller voir sur scène, c'est le fait, si t'as vu Yob sur scène, tu te prends une branlée. Ah oui, bien sûr. Donc, il y a eu un avant et après Roadburn, une fois qu'ils ont joué Roadburn, on s'est tous dit, mais c'est quoi ce groupe? Ils ont écrasé tout le monde. Oui. Personne n'avait un son comme ça, et c'est sûr que voir les prestations live étaient absolument incroyable. Mais pour un groupe à l'époque qui n'avait pas peut-être les moyens de tourner beaucoup, ou qui pouvait jouer que dans ce genre de festival ultra spécialisé, et c'était des petites tournées qu'ils faisaient. C'est ouvert pour eux, c'est qu'ils n'avaient pas non plus. Ah non, mais c'était au gros but, quoi. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont splitté, c'est qu'il n'y avait pas de pognon, il n'y avait pas de... Voilà, c'est... Donc là, Sato n'est plus là. Sato a sauté. On va être assailli de mails après. Ah non. Ah non, on est bon, d'accord. Et donc, bienvenue à Ron Riesenberg, le beau gosse de la scène, comme tu disais. L'Apollon du Doom. Et donc, Travis Foster qui revient.
Travis Forster avec sa gueule de prof de maths, on n'en a pas parlé. Lui, c'est pas l'Apollon du Doom. Hein. Lui, c'est même pas l'Apollon de sa caisse claire. Et donc l'album, celui-là, petite particularité, n'est pas enregistré par Jeff Olsen, mais Là, par t'es sûr. Sanford Parker. T'es sûr? The Great Secession. D'accord. L'album suivant. Oui, non, mais je sais, mais là, donc, on est passé, parce qu'on on l'a zappé aussi. Non, vas-y, continue. C'est 2009, c'est bon. Donc cet album est enregistré par Sanford Parker, qui est un musicien de Chicago, hein, qu'on a pu entendre notamment dans Buried at Sea, et qui est derrière le son de Correction House, qui est un groupe que j'adore. Tout à fait. Gate of Slumber, Nartmis Tombs, Zoroaster, enfin en fait la scène de là-bas, quoi, concrètement. Et vous pouvez entendre aussi sur un album qui s'appelle Vous, avec ma participation. Ah oui? Sanford Parker. Bah oui. Ah bah... Ça fait plaisir, Mathieu. Ah, putain, j'avais pas bossé jusque-là. Très bien. Ah, t'es grave. Bah oui. Très bien. Ah bah quand même. Si tu peux faire un petit bisou à bah Vous, carrément. Si tu veux, sortir un album. À Vouv qui vient de sortir leur 4e album. Et pas Vulve. Hein. Non, ça se dit Vouv. W-U-V. W-U-W, je vais y arriver. Vas-y, continue. Et très bien, en attendant que je digresse sur Vouv, hein, Vouv qui a sorti un 4e album super bien, chez Pelagic Records. Et en effet, toi t'étais sur le 3e, si je dis pas de bêtises, et donc il y a Sanford Parker dessus, j'avais un doute. Très bien. Continue. Mais revenons à The Great Secession. The Great Secession. Le groupe à ce moment-là signe chez Profound Lore. Le premier design propose une pochette moche, toujours par Aaron Edge, et donc de Lombard, et donc après la réédition nous propose un artwork quand même mieux d'Orion Lando, parce que quand on est chez Relapse, hein, les artworks c'est Orion Lando, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur The Great Secession? Que ça commence par 2 énormes poutres, que t'as Burning the Altar et That Lie That Is a Sin. Incroyable. Et d'ailleurs, Burning the Altar, d'ailleurs, The Great Secession, on va dire que c'est peut-être le plus death, ouais, dans rageur, le sens, ouais, le plus rifu, le plus couillu, le plus death. Burning the Altar et The Last Sin, il y a du Morbid Angel dedans, mais tu le sens. Hein. C'est en infusion, évidemment. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a des petits arpèges arabisants au milieu qui déboulent sur une grosse poutrelle aussi que tu prends pleine face. Et c'est pas pour rien qu'il est sur Profound Lore, hein, parce que voilà. Ouais, aussi, oui, c'est complètement. Le son est beaucoup plus dark. Enfin, c'est dark en général, mais là c'est dark et dark. C'est vraiment. Moi, c'est la prod que je préfère. Il est plus moyenâgeux cet album. Voilà, j'entends complètement. C'est un album que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup. En effet, la prod et le côté assez sombre. Il est sombre, il est plus sombre. Il se travaille à la moyenâgeuse. C'est vraiment la flamme façon bien moyenâgeuse. Exactement. Il y a évidemment la petite balade de White Doom dedans. Hein, c'est le morceau titre encore une fois de Great Secession. On est toujours dans ces gimmicks du morceau titre qui est le morceau. Moi, je pense que si on est d'accord en fait, ça me rassure que tu aies la même vision. C'est la même chose. Le fait que le morceau titre soit toujours sa recherche de plénitude, de grâce. De la grâce. La recherche de grâce. Mais c'est toujours pas là. Non, c'est toujours pas là. Le petit doigt, il est toujours autour. Il est parti. Il sort quand même un peu le caca, là, avant de tourner. Mais il est pas dedans. Et ça nous amène à un album dont on a vécu. Tu l'as passé hier, parce que Great Secession, c'est un très bon album, quand même. Ah ouais, non, mais je te dis, moi, c'est le son que je préfère en matière de prod. Voilà. Il est ultra rifu, il est plus sombre que les autres. C'est peut-être le yob le plus désespéré, plus énervé, plus colérique, j'en sais rien, plus rageux. La basse, c'est quand même fait aussi Mastar. Il rajoute vraiment un truc dedans. C'est un super bassiste. C'est un super bassiste qui a du son dans les doigts, vraiment. Alors, je suis désolé de dire ça, mais on va être obligé d'aborder le sujet aussi. C'est qu'à un moment, il y a aussi à côté Neurosis. Ah ben bien sûr. Voilà. Oui, tu l'as. Il est là. Il l'a dit. Ah bah, il est très fan de Neurosis. Il a carrément fait son projet solo après où il joue de la guitare acoustique. Il dit que c'est juste parce qu'il a vu Steve Van Til le faire. Et Scott Kelly. Ouais. Oui, non, mais quand même, de toute façon, ils sont très amis avec les mecs de Neurosis, évidemment. Mais cet album est incroyable. Moi, je suis d'accord. De toute façon, à la fin, je te demanderai quels sont tes 2-3 préférés. C'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense que de la grande guerre de sécession, c'est un concept album sur la sécession. Non, je plaisante. La grande guerre de sécession. C'est un de mes albums favoris. Et ça nous amène à un album pour qui c'est pas un de mes albums favoris pour des raisons d'inégalité de qualité de titres dedans. Mais il y a des titres formidables. C'est Atma, sorti en 2011. Il y a un titre, Adrift in the Ocean, qui en live marche très très bien. Ouais. C'est un très bon titre de live. C'est peut-être il est plus apaisé bizarrement. Oui. Alors, Atma, moi j'ai ma petite théorie dessus qui va m'amener à Clearing the Pass par la suite. Pas
Clearing the Path par la suite. Atma, la pochette, elle est faite par Stevie Floyd, donc de Dark Castle, qui était à ce moment-là notoirement la petite amie de Mike Scheid. Ah. On peut le dire. Tu sens l'amour, c'est ça que tu veux dire? Je pense qu'Atma, c'est... On peut comparer presque Mike Scheid à Renaud. Quand il est heureux, il fait des albums gnangnan. Tu vois, donc, Atma, c'est la plénitude de l'homme heureux. Donc, il y a des très chouettes trucs. Ça reste Mike Scheid à la compo, ça, voilà. Mais, des fois, c'est un peu chouin-chouin. Des fois, c'est un peu BA, tu vois. Il y a un guest sur cet album, Mathieu. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a le frère d'Aaron aussi. Mais il y a un mec qu'on a appelé au téléphone. Alors, je propose le numéro. Il y a Scott Kelly dessus. Évidemment. Voilà. Évidemment qu'il y a tonton Scott. Donc, Jeff Olsen à la prod, hein, il est de retour. Moi, ce qui me fait chier, c'est que Relapse, quand ils ont sorti cet album, ils ont changé la pochette, encore une fois par Ryan Lando, et ça me fait chier que les pochettes changent tout le temps. Même si elles sont moches, gardez Alors, la pochette moche, à la limite, je suis pas contre qu'ils l'aient changée, parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, je sors un Ah, t'aimais pas celle de Civil Floyd? Ouais, t'es chelou, avec la lune, là. Ouais, c'est ça. Ah, tu préfères le soleil dans les nuages mais c'est un peu chiant, parce qu'en effet, vu que je suis habitué à la pochette normale, mais que j'ai jamais eu comme ça, quand ils ont sorti, à chaque fois que je sors cet album, je fais c'est quoi? Oui, ça, tu perds, c'est des nouveaux albums. Je me dis, mais c'est quoi cet album? Ah merde, c'est Atma, en fait. Ah, je repose. Non, bon, alors, plus Père de Grande, super chanson. Moi, mon titre préféré de l'album, c'est Before We Dreamed of Two, qui est une chanson plutôt apaisée, mais qui est très belle. Et t'as Adrift in the Ocean, qui est peut-être donc sa chanson de White Doom sur celle-ci, sur cet album, qui a des très bons passages, mais dans l'ensemble, c'est pas une chanson que je trouve tenue de bout en bout. Voilà. Si, c'est ça. Alors là, à ce moment-là, on est au 6e album studio. Ouais. Tout ce qu'on a dit avant, alors, on se comprenne bien. Bah, c'est super bon. Il y a c'est fantastique. Il y avait des trucs qui ça te démontre. Il y a une playlist, on va dire, il y a une setlist live qu'on peut faire en prenant un morceau de chaque album, et la setlist est parfaite. C'est magique. Il n'y a pas eu l'album parfait. Non. Il y a eu des titres incroyables, il y a eu des morceaux cultes, des trucs, des morceaux vraiment cultes maintenant. Oui. Mais on est toujours sur, comment te dire, on sait tous que Yob était un grand groupe, on adore ce groupe en live, on sait, c'est comme se dire, on sait de quoi il est capable, mais pourquoi tu ne fais pas? Fais un truc, fais-le, sors-le! Et là, faut qu'on parle du Roadburn 2014. Hey. On est au Roadburn 2014. C'est une belle année. C'est un beau Roadburn. Il fait beau, je me souviens. Et je crois que c'est la veille. La veille du jour, peut-être le vendredi pour le samedi, on est déjà depuis 2 jours au Roadburn. Et on entend parler, une attachée de presse qui dit que machin, et on reçoit un mail disant qu'il y a une écoute possible pour un album de Yob, dans une petite salle, en présence des membres du groupe. À un moment où il y avait rien d'autre qui nous intéressait au même moment, donc c'était parfait. On y va. Il y avait pas grand monde, hein. Non. Je me souviens qu'il y avait donc PA, toi et moi, peut-être 1 ou 2 autres personnes, mais c'était pas plus, quoi. Et donc t'avais Mike Scheid. Je sais pas si les autres étaient là, j'ai un doute. Il y avait Mike Scheid. Et si, il y avait Mike. Oui, mais s'il y avait les autres, s'il y avait Aaron et Travis Forster, j'ai un doute. Je sais plus. Je pense pas. Je crois qu'il y avait que Mike Scheid. Et il nous sert des bières, c'est-à-dire que littéralement il fait le serveur, il nous remplit les godets et ils nous mettent Clearing the Path to Ascend, donc le 7e album du groupe, sorti en 2014, en septembre de la même année. Et pour être très très précis, quand commence le premier morceau, Inner Blood, je le trouve bien, je le trouve cool. Mais je me dis, fait chier parce que c'est pas non plus un morceau incroyable qui me rend dingue, etc. Et à partir, ça chouine un peu, quoi. Ouais. Et à partir du second morceau de Nothing to Win, et ce jusqu'aux dernières notes égrenées de cette sublime chanson qui est Marrow, c'est la perfection. Mais quand le Nothing to Win et Unmask the Spectre, à un moment, je me suis dit, on s'est regardé, fait, vas-y, c'est peut-être le meilleur album de Morbid Angel que j'ai jamais entendu. Oh là 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 là. Mais tu prends la BO de Conan, oui. Tu prends le meilleur de Morbid Angel, tu Pink Floyd, tu mélanges, et on était là en train de dire, mais qu'est-ce qu'on est en train d'écouter? Tu remues avec une épée à 2 mains, comme ça, bien aiguisée, et oh là 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 là. On lui a dit, je lui crois, on lui a dit, mais c'est le riff, là, il est incroyablement Morbid Angelien, quoi. Mais il lui avait dit, ouais, j'aime beaucoup. Toujours un peu humble et tout. Alors, il s'est fait larguer entre-temps, hein. Je sais pas si ça joue, mais... Et par contre, voilà, après, on en reparlera forcément de Maro, qui est, ben, voilà, il l'a eu. Le doigt est rentré. Le doigt, il a même mis plus que le doigt, là. Mais voilà, il a eu son morceau. Il a eu son Maro. Il a tellement eu que c'est monté, dans les sphères où il gérait plus rien. C'est-à-dire que ce titre a été quand même, mis par Rolling Stone Magazine dans les 100 trucs de l'année. C'était imprévisible que ce morceau allait devenir ce qui est... Il y a eu un gros boucan, peut-être encore plus sur celui d'après, mais pour d'autres raisons.
Mais il y a eu un vrai truc. La grâce, un vrai la buzz. grâce est là. Ouais, La grâce est là, le chef-d'œuvre est là. Hmm. J'ai presque envie de dire que si tu remplaces In Our Blood par That Light That Is the Scene ou Ouais, Battle of c'est l'album absolu. T'as un ouais. top 20 ever, Ouais. quoi. T'as Ah oui. un album que je me tatoue toutes les paroles sur le corps. C'est le chef-d'œuvre du groupe, à mon sens. Presque tardif, c'est quand même très très rare que ce soit le 7e album d'un groupe qui soit un chef-d'œuvre. C'est un album qui est incroyable. C'est un des rares albums qui me fait devenir PA, quoi, qui me fait être dans l'émotion. D'être tout, je peux pleurer sur Maro sans problème. Moi, je sais très bien. Et- Le problème de ce morceau, c'est que j'ai tellement bousillé vite, mais que je pouvais plus l'écouter, moi, ce morceau. Oui, ça a Chaque été fois le que cas je le aussi. foutais, il me foutait dans l'état possible. Il est très difficile à écouter, finalement. C'est bizarre parce que c'est un de mes morceaux préférés, mais que je ne peux pas écouter. C'est la majesté. Oui. C'est la splendeur. Puis tout est dans le titre, hein, Clearing the Past 60. Tu sens, tu sens. Ouais, il a ouvert son 3e œil, voilà. Oui, complètement. Ouais. Il devient le Bouddha à ce moment-là. Et ouais, c'est un album de l'élévation, quoi. Il y a rien à dire là-dessus, pas de problème. Un album exceptionnel. C'est en effet, si vous connaissez pas Yob, ouais, bah si vous. Voilà, après, si vous commencez par celui-là, tout le reste, c'est-à-dire que c'est en dessous presque. un groupe qui est vraiment pas du tout anecdotique, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est un truc de niche qui est pas connu dans n'importe quel magazine grand public. Tu fous ça à côté de Trivium, Iron Maiden, machin, personne ne connaît vraiment Yob. Et d'un coup, avec cet album-là, qui a pas de pub, qui a rien, qui est machin, il se retrouve dans nommé, je dis, dans les magazines genre Rolling Stone, on s'en fout, mais Décibel fait la coupe. dans il est classé 50e le meilleur album, quoi. Tu vois, tu te dis, mais d'un coup, quoi. Et je dis, et tout le monde s'est mis à citer ce truc-là en disant, ben, s'il y a un truc de métal qu'on doit écouter, de métal, s'il te plaît. Mais métal, mode métal total, c'est pour eux, ça veut dire que c'était abordable, quoi. Ben, c'est cet album-là. Et en effet, quand tu l'écoutes, il est inclassable parce que c'est du Yob. C'est du doom, c'est du stoner, c'est du psyché. C'est du doom psychédélique, ouais. Il y a un côté vraiment death à un moment. Et moi, je pense que cet album, c'est le pilier. Ils ont fait des gros piliers dans leur discographie, mais là, c'est la grosse tour au milieu. Et ça a ouvert à tout, la voix tu vois, des trucs comme ce groupe qu'on adore, Metal Total aussi. Avec la pochette d'album, c'est un bateau sur un fond. Interarma. Putain, ça merde. Interarma. Refais ta phrase. Voilà, moi, mais je la refais. Et donc, Clearing the Past 60, Clearing the Path to Heaven, voilà, qui après ouvert la voie, mais machin, mais donc ce groupe-là, donc t'as Interarma, dans tout Interarma, moi je sens la moelle épinière d'Interarma, c'est Clearing the Past to Heaven. Alors, je peux l'entendre. Tu entends beaucoup il y a un gros côté death et tout, mais tout le côté mélo qui te prend les tripes, c'est Yob. Et c'est cet album-là. Mais d'ailleurs, on parlait de Profound Lore chez qui ils ont été. Sur toute la scène des groupes qu'on va retrouver sur ce genre de label, entre 20 Bucks Spin et Profound Lore, tu peux retrouver dans l'énorme son, souvent Death Doom, psychédélique, etc., le matriciel, c'est Yob. Ce que je disais de Mike Scheid, qui a un mélange entre coreux, punk et métalleux, et qui est un agrégat de plein de musique, qui est capable de tout écouter, d'accepter tout. Pour moi, la jeunesse américaine actuelle de Brendan Radigan qui va aller faire des groupes comme Pagan Altar tout en étant des groupes de hardcore, etc. Les mecs qui sont dans Eternal Champion, dans Power Trip et compagnie. C'est, pour moi, il est la matrice de ces gars-là. Ouais. Il est le papa de toute cette scène. Ouais. Donc oui, Interarma, évidemment, tous ces groupes-là. Paul Bearer, enfin tout ça. Paul Bearer, c'est... Je suis pas fan, moi. Non, mais t'as du Yob dans l'idée. Ouais, après, ils ont pas la même grâce, quoi, simplement. Mais... Voilà, donc il l'a eu, il l'a fait. Il l'a fait. Donc voilà, il a fallu cet album. Enfin non, pas fallu parce qu'il a fait. C'est pas comme si. Il n'y avait pas rien avant, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait avant. Mais il l'a. C'est l'album somme. L'album quoi. C'est ça. Ce qui nous amène à ses ennuis de santé. Ouais. Problème de bidon, hein, problème de bidou. Gros problème de bidou. Gros problème de bidou. Petit problème d'estomac. Et puis en janvier 2017, il a failli mourir. Hein. Il a perdu je ne sais combien de kilos. Ah, il est devenu... Alors, il était déjà très... J'évite les analogies que j'avais en tête, mais auschwitzien. Il était déjà très mystique avant, Mike. Il a toujours été posé, toujours apaisant. Après, quand il voulait se la mettre, il se la mettait. Hein. Moi, je l'ai déjà vu aussi se mettre une belle caisse. Quand tu traînais à l'époque avec, en effet... avec Matt Pike, oui, tu pouvais pas, c'était dommage collatéral, quoi. Mais là, ça là,
Alors, tu sais très bien ce que je pense des accidents chez les musiciens. Souvent, ça, le drame, il vient après l'accident. Hein. C'est pas l'accident, le drame. Hein. C'est l'album qu'ils font après, souvent. C'est presque à 98% de la pure merde, souvent. Ouais. Alors, donc, il a une diverticulite. Oui. Derrière un staphylocoque. Et il garde de cette expérience de la douleur, des hallucinations dues aux médicaments, mais une soif de vivre pour sa famille, ses enfants et pour la musique. C'est comme ça que je voulais introduire Ur Roha. Pardon. Non, mais l'album, il est comme ça. C'est un album de chouin-chouin qui donne envie de se moucher. C'est pas un album détestable. Entre-temps, il réapparaît dans une vidéo où il joue Marrow en acoustique. C'est vrai. Qui a été, qui sur beaucoup Revolver. est classé Qui est exceptionnel. Il est dans les champs, il fait beau, c'est filmé incroyable. Et là, qui déteste ce morceau acoustique, je le trouve incroyable. Trop beau. Donc, il apparaît dans cette vidéo et on voit le Mike Chat, mode de tout fin, beau gosse, tout fin, son côté shite, de la famille, il y a le shite, cousin de Lévi, là ressort vachement. Ouais. C'est... Alors, on va le dire poliment, il est prof de Krav Maga. Voilà, c'est pour vous dire sa religion. Et du coup, en effet, il est, il a... Ah, ouais. Tu lui donnes une petite valise, je l'emmène à la gare, quoi. Non, mais, oui. Non, mais c'est qu'il en apparaissant rachitique, ça le change beaucoup. Il est passé de daron tatoué, capable d'envoyer du bois, à quelque chose qui a l'air un peu fragile, en fait. Et il s'est mis à blanchir, et là, tu sens qu'il a déjà travaillé, et tu sens qu'il a souffert, et il a cette espèce de visage. On dirait Moïse qui redescend de la montagne, quoi. Il y a un côté, et dans son regard, dans ses yeux, maintenant, tu sens, alors déjà, c'était, avant, il y avait ce côté Woody, c'était tout, mais il y avait encore de la colère. Et là, il dégage un truc. C'est Père Castor, quoi. Il y a plus que de la fragilité de l'émotion. Je dirais pas fragilité. Une espèce de sagesse mêlée de, le monde est beau et je vais vous montrer pourquoi. Mais je suis pas d'accord. Art, excuse-moi. Donc, il parle de voilà, cette maladie, enfin, de ce qui lui arrive. C'est un album de survivants. Moi, je trouve pas qu'il chouine, cet album, hein. Ah ouais? Non. Moi, je trouve que ça chouine, hein. Après, c'est la différence de tous les autres albums de Yob, c'est qu'il y a beaucoup de titres. Déjà, il y a 7 morceaux, ce qui est quand même énorme, pour un groupe comme Yob. Mais en effet, Beauty in the Falling Leaves, évidemment, oui. On va dire ça, tu craches sur la galoche et tu craches pas sur la beauté des feuilles qui tombent. Ah oui, mais... dans des départs, en plus. Mais, ou une rêverie, voilà. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un côté mystique toujours, plus que chouin-chouin. Je peux entendre. Moi, il y a que le morceau de Screen, donc là, qui est le morceau Morbid Angel, presque abusé d'ailleurs, de l'album, le second, que je trouve vraiment bien. Par la suite, alors moi, le morceau qui me sort vraiment par les trous de nez, c'est Ur Roha, le morceau qui est son White Doom de nouveau, mais il a touché à la grâce. Là, il est trop... Ouais, là t'as l'impression que c'est forcé, bizarrement. Voilà. Oui, ça donne cette impression. Il essaie de retrouver le truc qu'il a fait avant, mais... Je suis d'accord. Et donc moi, il y a que The Screen que je réécoute, c'est un album que je sors très rarement, et là, à la réécoute, écoute, c'est pareil, il me passe un peu au-dessus. Mais c'est un album, alors pour le coup, très belle pochette, enfin. T'as rien à dire. C'est rigolo parce qu'il a quand même dit cet album, je sais rien ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il voulait faire, c'était il voulait faire une version de Dream Pop de Dio. De Ronnie James Dio. Ah oui, faire une version de Dream Pop de Dio. Voilà, pour moi, il faut le prendre comme ça. C'est un algorithme qui sort genre de phrases, quoi, tu vois, c'est pour ça. J'avoue. Mais il faut le prendre comme ça. Après, je pense qu'il a peut-être trop réfléchi, là, pour le coup, sur les morceaux. Tu sens que c'est très c'est trop réfléchi, c'est trop, et ça me manque peut-être de rage, d'urgence, mais en même temps, voilà, il sortait de maladie, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est moins pire que ce que j'aurais pu, voilà. Je peux entendre. On n'est pas sur du Baroness où il y a l'avant et l'après, non, quoi. c'est pas l'abus à ce point-là. Non, d'accord. C'est un album qui a beaucoup marché dans des sphères de plus alternatives. Tu vois, de public plus hipster, etc. C'est ça le truc. Et donc c'est parce qu'il y a de la qualité dedans, donc les gens ont su le reconnaître, et peut-être moins de violence en fait. C'est vrai. Mais par contre, t'as raison. Alors, c'est pas la même que je vais sortir. Non, moi c'est celui que j'aime le moins. Hein. Voilà, oui, on peut dire ça. Mais je suis très curieux parce que ça fait quand même maintenant 5 ans qu'on attend un nouvel album. Bientôt 5 ans. Je suis très curieux de la suite, dans quelle orientation il ira. Moi, je l'ai revu, là, il y a pas longtemps. Tu y étais allé, toi, à Paris? Moi, j'étais allé à Lille. Bien sûr qu'on était à Paris. Donc, tu étais à Paris. Incroyable, ce concert. C'était super concert. Moi, j'étais sur Lille aussi. Donc, monumental. alors, moi, c'était un peu mon étonnement. Il n'y avait pas Travis Foster à la batterie.
mais il y avait donc Dave French, qui était chez Brother of Sonic Youth. Super batteur aussi, donc pas de super soucis. frappe. Mais ouais, super frappe surtout, mais du coup je me demandais si Travis Foster prenait du recul par rapport Non, au il avait un groupe, gosse, je non. crois. Voilà, c'est ça, c'était pour des raisons Ouais, il avait personnelles. son gamin. Mais je suis très curieux de voir ce que sera la suite pour le groupe, très très curieux d'avoir un prochain album et de ce que ça pourra dire de Mike Shide et de la carrière de Yob en fait. Ouais. J'ai un peu l'impression que chaque album envoie des messages sur la recherche de transcendance peut-être qu'est celle de Yob, et je suis très curieux d'avoir la suite. Moi, le truc qui me manque, alors bizarrement, il est bas sur Killing the Past 60, mais et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le premier album, et Elaboration of Carbon et Ether, Elaboration of Carbon et Ether. Il y a un côté bluesy sur. Oui, il y bien a des sûr. riffs, vraiment, il y a un peu de trucs blues, il y a des solos qui sont carrément blues et tout avec son côté. Et ben ça, il l'a plus eu après. Ça a Et été j'aimerais perdu. bien qu'il revienne là-dessus, moi. Eh bien, j'entends. J'entends complètement. Et pourquoi pas revenir à une prod sombre, comme ça a été le cas sur Douglas Session. Donc voilà, c'est mes commandes pour Mike Shide. Mike, si tu nous écoutes. J'ai posté sur Instagram du Yob pour voir un peu ce qu'en pensaient les gens, leur demandant quel était leur album favori. C'est assez marrant, ça aussi entre la période Unreal River Live, Douglas Session et Clearing the Path qui revient énormément. Ouais. Et un peu Atma, mais donc c'est jamais Howard, en tout cas dans ceux qui me suivent. Non, donc, jamais. Mais j'ai une John of Motion, ça m'étonnerait pas qu'il apparaisse en premier, moi. Non, mais... Easy, Illusion of Motion et Catharsis, ça a été très très peu cité. D'ailleurs, j'encourage peut-être les gens à aller l'écouter. La Catharsis, j'adore. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu quel est votre rapport à Yob, parce qu'en général, c'est un rapport assez intime que les gens ont avec ce groupe. Et si vous le connaissez pas et que vous découvrez grâce à nous, parce que ça arrive, hein, tu me racontais tout à l'heure en off des gens. Mais rien qu'au dernier concert de Yob, j'ai emmené Benoît et d'autres personnes qui connaissaient pas, ils ont pris une balle dans la gueule. Ouais, c'est ça, c'est un groupe, je pense que n'importe quel fan de métal qui tombe dessus. C'est-à-dire que tu ressens sur scène, en plus, il faut dire un truc qu'on n'a pas énormément dit, on sait que ça envoie sur scène, ils en sont pas possible, mais l'énergie que fout Mike Shide, nous on l'a déjà vu plusieurs fois, tu sais, chaque morceau ça finit en hilarant le public, c'est Conan quoi, enfin, il est en guerre. Moi j'ai vu s'effondrer sur scène parce qu'il avait la grippe, tu te souviens, ce concert incroyable qu'il devait être au Glazart, je crois. C'était pas celui du combustible. Non. Je crois que c'est Glazart. Il a fini par terre. Peut-être que c'est le combustible, je sais plus. Et il était complètement, malade, quoi. Il a donné une énergie pas possible. C'est un mec qui finit, alors, et c'est pas surjoué, si tu veux. À la fin des concerts, il se donne complètement, quoi. C'est vraiment et c'est pas des morceaux, aussi, que tu peux jouer comme ça. C'est pour ça aussi que Yob ne se produit pas non plus ultra souvent, dans ce sens-là. Il faut une énergie incroyable pour sortir ces morceaux, quoi. Parce que, moi, la première fois que je les ai vus, ce qui m'avait surpris, parce qu'il m'avait fait tilter, c'est comment il joue de la gratte. On dirait que sa gratte, c'est une bête. T'as vu, il est en train de maîtriser le truc. T'as vu, son jeu, il est animal. Comment il se pose, comment il est par rapport à la scène et comment il joue. Et il est tout le temps, pour un mec qui a 1 milliard d'effets de voix, de son, incroyable. Tout le temps ultra carré. Je l'ai jamais vu se planter. J'ai jamais vu de merde. C'est un très bon guitariste. Hein. Ouais, il n'y a pas de. Et je te dis, il a un côté vraiment animal. Que j'ai vu chez très peu de gens. Bizarrement, tu l'as. Il y a le côté Hendrix, parce que Hendrix avait ce côté animal, c'est ça. Je l'ai vu chez Santana, mais Santana a été défoncé je ne sais plus quel concert où il a pris du LSD, il a dit, ça se voit, il dit, j'avais l'impression que le manche de ma guitare était un serpent, et j'essayais de le maîtriser, et tu le vois sur l'image, il est comme ça, et j'ai vu très peu de mecs comme ça, avec leur instrument qui est, ils sont fusionnés, et puis c'est un animal le truc, hein, c'est, oui, il domine vraiment sa guitare. Il y a ce côté bête, tu sais, qui se réveille à un côté vraiment... On n'a pas précisé que sur scène, il joue pas face au public, mais face à son batteur, en fait, de profil, et ça fait ressortir une certaine animalité, parce qu'il vient pas te chercher toi directement. Tout à fait. Il vient diffuser les émotions dans la salle, en fait, c'est assez intéressant. Mais après, tu peux te mettre du côté de Aaron si tu veux le regarder, parce que lui, c'est le monolithe, lui, il bouge pas, il t'envoie du... Et il est beau, Donc voilà pour Yob. Je pense que là, on a fait sacrément le tour. Donc, si tu devais citer 3 albums. 3 albums? Ouais. Si tu dire aux gens, écoutez ce trio-là. Ah, c'est dur, 3 albums. Moi, je me lance. Vas-y, ouais. Elle est Clearing the Path. Ouais. The Great Secession. Et The Illusion of Motion. Voilà. Ok. Moi, je dirais Clearing the Path, obligatoirement. The Illusion of Motion et Catharsis. Très bien. Parce qu'il y a Ether dessus. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est super. Ether, il aurait foutu, putain, sur Clearing the Past to a Son ou Great Session, mais ça aurait été mes albums préférés. Non, mais là, c'est sûr. On est d'accord. Bah voilà, on sort de là. Hein. Voilà, si vous avez des nouvelles de Isamu Sato, n'hésitez pas à nous les fournir. Si vous a livré vos sushis un jour, c'est tout à fait possible. En tout cas, on l'embrasse, là où il est.
Et puis, terminer sur... alors, on dit, ouais, on parle souvent, on crache maintenant sur le Roadburn. Raison, je pense. Mais ce live dont on parle souvent, cette édition, pardon, de 2009, c'est celle où il y a Godsnake. Hein. C'est la reformation de Godsnake et il y a Yop qui vient jouer 3 fois dans le week-end. Ah bah si tu veux finir. Donc on s'était pris une déflagration dans la gueule, qui était assez exceptionnelle. Ah, le Roadburn 2012, c'est The Obsessed, Sleep, qui est Killing Joke, tu te souviens, qui essaye de nous tuer avec le pied de micro. Oui. T'as Witch, t'as Yob, donc 2 fois, Lee Found, Coroner, tu te souviens de ça? T'as Bon Gripper qui joue Satan Worship Oui, Doom. putain, oui, la vache. Cette édition, c'est la plus grande édition ever du Roadburn. Ah voilà un truc dont on parle jamais et qui est intéressant et qui a un rapport. Le côté vraiment vieux, on va dire le côté le plus violent de Yob. Quand je dis violent, c'est le côté plus death, plus vraiment doom, écrasant. Et c'est ce que fait Bon Gripper. Oui. Bon Gripper, eux qui n'ont pas le côté du coup mélo et machin truc, et qui ont regardé que le côté vraiment riff dans ta gueule. Dans ta gueule. Oui, on est d'accord. Bon Gripper, évidemment, ils ont écouté Yob. Évidemment. Donc oui, très bien. Oui, si vous connaissez pas Bon Gripper, on en parlera un jour. Allez, on arrête là. D'accord. Merci Sam, et on embrasse SNCF Assistance parce que je vois le... Ah, fils de pute. D'ailleurs, tu l'embarqueras, faut le donner à un clodo dans... D'accord, très bien. Voilà. Très bien, il y a mec d'Agaloche pas loin en fait. Alors on va nous dire, oh là là, vous êtes assez pisé, il n'y a pas trop de vannes. Hein. Ah bah quand on aime. Quand on ouais, aime, je sais, mais le racisme, tout ça. Oh, il y a eu son lot. J'ai adoré le message là, du mec là. Vas-y, c'est le bec sur la requin, ça 5 minutes. Bon, je vais écouter Motley Crue. Oula, oula, doucement, bijou. Oula. Cette anecdote, il y a quelqu'un qui nous a mis un commentaire sur YouTube, donc sur YouTube pour Megadeth, qui dit je viens de Children of the Sabbath, donc ma chaîne où je parle de Black Sabbath, donc il connaît mon côté sérieux et qui dit Sérieux. J'ai voulu me mettre à Troll in the Sky. Ouais, sur Megadeth, alors rouquin, route-mout, au bout de 10 fois, c'est un peu lourd. Alors j'ai bien compris qu'il y a Troll dans Troll in the Sky, et voilà. Mais bon, et il finit, et c'est la meilleure phrase. Demain dans les transports, je vais mettre le Motley Crue, j'espère que ça ira. Bah, non. Non, c'est trop tôt. Tu passes pas de ton premier cours de ski à la piste noire tout de suite. Ah oui, non. Non, mais non. Puis après, si t'as le Nine Inch Nails, ça, il y a moyen de crever. Bon. Putain, quand tu mets la photo, c'est littéralement des messieurs en train de nourrir des pigeons. Tu t'attendais à quoi? C'est clair. The unreal